Parmi ces citadelles du vertige, celle de Peipertus dans l'Aude est sans doute la plus impressionnante. La forteresse, datée de la seconde moitié du XIIIe siècle, s'allonge sur une crête d'environ 300 mètres et domine la vallée de quelques 500 mètres. L'ensemble est composé de 3 parties, 2 châteaux et une vaste esplanade centrale. Le donjon vieux comprend un logis et une église de style roman. Tandis qu'une seconde forteresse, érigée plus haut en 1242, permet une autonomie totale en cas de siège. Impressionnantes, ces citadelles ne possèdent pourtant que de très faibles garnisons. C'est le cas notamment du château de Puylaurens. Perchée sur son éperon calcaire, la forteresse n'est défendue que par une vingtaine de fantassins et une meute de chiens. Comment si peu d'hommes auraient-ils pu intervenir en cas d'invasion? Aurait-il eu seulement le temps de descendre dans les vallées qu'ils dominaient? En fait, ces citadelles du vertige ne sont pas que des forteresses. Elles sont d'abord des constructions politiques, les armes d'une guerre psychologique. Elles symbolisent la volonté des rois capétiens de marquer de leur empreinte le royaume qu'ils gouvernent. La croisade albigeoise est une occasion pour le pouvoir capétien de s'implanter fortement dans ces territoires qui sont très loin du siège du domaine royal initial. Donc c'est vrai que ces châteaux dits de frontières, parce que ce sont des territoires convoités, finalement sont la synthèse très souvent de fortifications anciennes, de lieux de pouvoir anciens qui sont pris et repris et fortifiés par les uns et par les autres. Carcassonne, c'est le premier exemple. En fait, c'est une enceinte du Bas-Empire romain. Donc on construit sur cette infrastructure une double enceinte selon les normes philippiennes, avec des formes nouvelles, avec par exemple l'emploi de pierres à bossage, de pierres dont la surface en parement représente une bosse rustique. On fait des tours un peu plus grosses, mais à chaque fois, c'est quand même la base du modèle philippien, toujours avec des tours circulaires et des archères. Et ce doit être une très belle construction, donc très coûteuse. Mais ce qui compte, c'est que la forme, la beauté et l'aboutissement et les formes de l'architecture soient une preuve de prise de pouvoir je dirais, de l'autorité du roi capétien sur ce secteur-là. Le château de Carcassonne, hérissé de 9 tours, est un petit bijou de l'architecture philippienne. Les fortifications de la cité constituent un ensemble monumental avec son rempart long de 3 km, jalonné de 40 tours, muni de 2 grandes portes. Cette vaste acropole domine d'une cinquantaine de mètres la rive droite de la rivière Aude. Plus belle cité fortifiée d'Europe, Carcassonne possède 2 enceintes couronnées par un chemin de ronde. La première, intérieure, est appuyée sur les soubassements antiques. La deuxième est protégée par 14 tours. C'est un investissement financier considérable parce que tout est bâti en pierre de taille, avec une conception de la défense active. On voit des tours archères, des archères immenses, dont les fentes de tir peuvent être de 2-3 mètres de longueur. Et en fait, on sait très bien que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir des archères de 2-3 mètres de longueur pour qu'elles soient plus efficaces. Donc il y a une dimension ostentatoire. Une dimension aussi de démonstration de l'autorité royale à travers ces constructions qui sont aussi évidemment des constructions fortes.